Simon Gronowski est avocat, mais il est surtout connu pour son livre « L'enfant du 20e convoi ». Il a échappé de peu au camp de concentration d'Auschwitz, mais pas sa famille. Récemment, il a rencontré Konrad Tinel, un fils de nazi, une rencontre qui a fait l'objet d'un livre. Bonsoir Simon Gronowski. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Simon Gronowski, quand on parcourt d'ailleurs votre vie qui est incroyable, hein, on va y revenir dans cette émission, je me demandais en lisant tout ça si vous croyez au destin, vous. Je crois que le monde est gouverné par le hasard. Toute ma vie, c'est du hasard. Donc pas de destin, pas de vie écrite? Non, non. Et mon évasion, le 19 avril 1943, Oui. Du 20e convoi, c'est du miracle. Est-ce que votre présence ici est le fruit d'un miracle, donc c'est ça que vous voulez dire? Également. Oui. Est-ce que ça vous met mal à l'aise, ça, par rapport à votre famille, par rapport aux vôtres qui sont restés dans les camps, et puis par rapport à tous ceux qui ne sont pas revenus? Je ne suis pas mal à l'aise de ça. Non. Mais c'est vrai que pendant des années, je me suis senti coupable de vivre alors que ma famille avait été tuée. Ouais. C'est pour ça que j'ai gardé le silence pendant des années. Pendant très longtemps. Hein. 60 ans. Voilà. Vous avez commencé à parler de ça vers les années 2000, je crois. Hein. C'est ça. Ouais. En 2000 seulement. Est-ce que c'est un... vous dites, je suis mal à l'aise, est-ce que c'est quelque chose de lourd à porter au quotidien? J'ai voulu, après la guerre, tourner le dos au passé. Oui. Mais j'ai jamais oublié. Et j'ai voulu vivre pour la joie, pour l'amitié, et réussir ma vie, et mener une vie dont mes parents auraient été fiers. Et j'étais jeune à l'époque, j'avais 14, 15, 20 ans. Ouais. Et donc, à ce moment-là, j'ai très peu parlé de ce drame de mon enfance, parce que si j'avais continué à remuer tous ces événements tragiques, j'aurais fait une dépression. Et puis, comme je viens de vous le dire, je me sentais un peu coupable. Et puis j'étais jeune, et mes amis me voyaient pas pour entendre des choses pareilles. Et par conséquent, j'ai gardé le silence, mais ce n'était pas un secret. Ouais. Vous avez été avocat, Oui. vous avez fait une carrière d'avocat, vous êtes toujours d'ailleurs avocat, et vous parlez du mot coupable. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que vous avez choisi cette carrière-là justement pour essayer peut-être de conjurer quelque chose? Pourquoi cette carrière d'avocat? J'ai choisi le barreau et le droit parce que mes parents avaient le culte de la justice et de la vérité, parce que j'ai vécu dans un milieu de culture. J'étais fasciné par le fait que ma sœur apprenait le grec et le latin. Ita. Et aussi, je suis devenu avocat par orgueil, puisque les nazis avaient voulu m'écraser, faire de moi un petit paria, pour moi être avocat. C'était l'emporter sur eux. Ouais. Donc c'était un geste fort, c'était pas un choix anodin, cette carrière d'avocat. Et puis en plus de ça, j'ai choisi ce métier, cette profession, car ça me permettait d'aider les gens et de gagner ma vie. Ouais. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé effectivement dans ce fameux convoi, le 20e convoi tristement célèbre. Juste un mot avant, vous êtes né donc en 1931. Oui. Votre papa était polonais, il est arrivé en Belgique via l'Allemagne. Enfin, il a aussi tout un parcours, hein, je crois. Puis il a travaillé dans la maroquinerie du côté... D'abord, il a traversé la frontière allemande, Oui. En fraude. Pendant la nuit. Ouais. Pendant la nuit. Ouais. C'était un sans-papier avant la lettre. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je suis solidaire des sans-papiers. Ouais. Ouais. Et mon père a été régularisé rapidement. Mais il y a eu des problèmes, il a dû travailler dans la mine de charbon à Bray-Binche. Ouais. Ouais. Donc il a perdu son emploi effectivement de maroquinier à Bruxelles. À Scarbeck, je crois. Hein. Oui. Bray, et puis il correspondait avec une dame qu'il avait connue il y a très très longtemps en Silésie, je crois. En Lituanie. En Lituanie, pardon. Oui. C'était votre maman? Oui. Il l'avait rencontrée pendant la guerre de 14, parce qu'il a fait cette guerre-là dans l'armée du tsar. C'était la partie de la Pologne qui appartenait à la Russie. Et il a été fait prisonnier des Allemands, et il était interné en Lituanie. Et là, il a rencontré une jeune fille qui avait 14 ans.
il en avait 18. Et quand il est arrivé en Belgique et qu'il était seul, il s'est rappelé de cette jeune fille, il a commencé à lui écrire, il l'a fait venir. Il a épousé à Liège. Chana, hein. Ils ont eu 2 enfants, ma sœur Rita, née en 24, et moi je suis né donc en 31. Alors, vous êtes né effectivement en 31, votre maman c'est Chana, hein. Chana. Voilà. Vous êtes né en 1931. Vous êtes dans des années qui vont devenir difficiles. Vous allez connaître voilà, les changements dans l'administration. Votre papa va devoir mettre commerce juif. Vous avez vécu tout ça, vous vous souvenez de ça? Oui, très bien, je m'en souviens très bien. C'était après l'invasion de la Belgique le 10 mai 40 et l'occupation de la Belgique, et puis alors les mesures, toutes les mesures prises toujours contre la communauté juive. Parce qu'Hitler avait une parano, il voulait tuer tous les juifs. Ouais. Je n'ai jamais su pourquoi exactement, mais enfin, c'est le fait. Et toutes ces mesures, je les ai vues. Mais moi, j'étais un enfant à l'époque. Quand Hitler est entré en Belgique, j'avais 8 ans. Ouais. 8 ans et demi. Et puis, je suis devenu louveteau. Ouais. Et ça, c'était Votre ma vie. évasion, c'était votre Oui. évasion, ouais. Comment on se sent quand on est un petit garçon et qu'on voit son papa en train de clouer une pancarte commerce juif? Est-ce qu'on a le premier sentiment d'injustice qui est en train de s'installer? On a un malaise. On se dit, c'est malheureux, tout ça, pourquoi? Et de voir ma soeur me montre sa carte d'identité avec le cachet Yod juif, et tout ça n'était pas. Et puis ma soeur a quitté l'école, son Athénée, enfin tout ça c'était. Elle a été obligée de quitter l'école? Elle a été C'est ça obligée que de vous voulez quitter. Fin 41, elle a été obligée de quitter l'école. Et elle a dû porter même l'étoile, mes parents aussi. Tout ça est assez désagréable. Mais moi, je ne savais pas que tout ça était le chemin vers la mort. Ouais. On vous cachait les choses parce que vous étiez encore le petit garçon de la famille ou pas? Non, on ne me les cachait pas parce que on ne pouvait pas me les cacher, c'était visible. C'était visible, la pancarte sur le magasin, l'étoile, tout ça, toutes les mesures, et puis les gens parlaient, les amis de la famille venaient, on discutait. Je voyais bien que tout ça n'était pas bon. Vous viviez à Etterbeek? À Etterbeek, oui. Oui. Vous vous souvenez de l'endroit? Oui. Chaussée de Wavre, 639. C'était une maison que mon père s'est achetée en 1935. Parce que, après avoir quitté la mine, il s'est lancé dans le commerce de maroquinerie. Ça marchait très bien. Il a pu s'acheter sa maison. Alors à un moment donné, vous allez devoir quitter, toute la famille va quitter Etterbeek. Pourquoi? Parce que ça devient trop dangereux, vous devez vous cacher, vous allez à Woluwe? Oui, parce qu'il y a des rafles. Et on arrête des gens, on apprend ça, ça va mal. Alors on a quitté le domicile officiel, on est allé se cacher dans un petit appartement, rue de la Cambre, 326, à Woluwe-Saint-Lambert. Vous retenez toutes les adresses? Ah oui, mais j'ai une mémoire d'éléphant. Oui. C'est important? C'est quelque chose qui rassure? Oui, c'est très important parce qu'il faut être précis quand on parle des choses. Surtout que je veux combattre les négationnistes, ceux qui disent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, et qui voudraient bien recommencer les crimes d'Hitler. Donc j'ai une obligation de rigueur. La colère est toujours là, en vous? La colère contre les négationnistes, sûrement. Contre les néo-nazis, sûrement. Je suis contre eux, mais je n'ai pas de haine. Je ne sais pas si c'est de la colère, mais maintenant, après 60 ans de silence, je parle parce que je veux combattre les négationnistes, parce que je veux remercier les gens qui m'ont sauvé la vie, en risquant leur vie. On va en parler, de ce qu'on voit. Oui. Parce que vous êtes dénoncé, vous vous retrouvez à Woluwe, il y a une dénonciation, on ne Oui. saura jamais de qui Non. exactement. Voilà. Et à un moment donné, la Gestapo arrive à la maison. Oui. Et qu'est-ce qui se passe alors? On était au petit déjeuner, le 17 mars 1943. Alors ma soeur devant moi, ma mère à ma droite, le café sur la table, ou ce qui servait de café. Le papa était à l'hôpital à ce moment-là. Mon père, heureusement, n'est pas là, il est à l'hôpital. Il a eu une crise parce qu'il avait contracté une maladie pulmonaire dans la mine, la silicose, que moi j'appelais la bronchite chronique, parce qu'il toussait beaucoup. Et tout d'un coup, on sonne, on est paralysé.
Tous nos projets de fuir par les jardins arrière s'avérèrent vains. La porte s'ouvre, 2 hommes entrent. Gestapo papier. Ah, ma mère se lève toute blanche, elle tend sa carte d'identité. Et le Gestapiste dit, c'est très bien, c'est la famille Gronowski. Vous faites vos valises, vous partez. Ma mère demande où. Vous allez d'abord à la Gestapo avenue Louise et puis à la caserne d'Ossin à Malines. Elle demande en me montrant du doigt. Et le petit aussi? Oui, le petit aussi. Et alors une chose que j'ai jamais oubliée, parce que ce qu'un enfant a vécu, c'est gravé pour toujours dans sa mémoire. Pendant que ma sœur fait sa valise, elle voit à travers la fenêtre le premier rayon de soleil du printemps. Et elle me dit, tu vois Simon, il y a du soleil aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Vous allez vous retrouver, Simon Gronowski, avec votre famille dans cette cave de la Gestapo avenue Louise et puis à la caserne d'Ossin. Et là, vous allez pas embarquer tout de suite pour Auschwitz. Vous ne savez pas encore ce qu'il adviendra de votre destin. Vous allez recevoir un matricule. Oui. C'est le matricule du 20e convoi. C'est ça, un carton avec une ficelle autour du cou et le chiffre 1234, c'est facile à retenir, 20. J'étais le déporté numéro 1234 du prochain convoi le 20 avril. Mais à Malines, on ne savait pas ce qui nous attendait et les gens pensaient qu'ils partiraient pour travailler, pas pour la mort. Puis il y avait beaucoup d'enfants là. Avec eux, on pouvait parfois parler, discuter, courir dans la cour à certaines heures de la journée. Ouais. Et parce que ce qu'ils voulaient faire, les nazis, c'était un génocide. Et pour faire un génocide, il faut d'abord tuer les enfants, car les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Et moi, comme enfant, à 11 ans, je n'avais aucune chance si j'étais arrivé à Auschwitz. J'étais à la chambre à gaz immédiatement. Ils ne gardaient que les gens de plus de 16 ans comme futurs bagnards. Ouais. Vous n'êtes pas arrivé à Auschwitz. Il s'est passé quelque chose avec ce 20e convoi. Il a été arrêté, intercepté par des résistants. Vous échappez de ce train. C'est ça qui s'est passé? Le train a commencé à rouler le soir, dans la nuit. Et peu après, du fond de mon wagon, un wagon à bestiaux, sans lumière, un noir total, j'ai senti que le train s'arrêtait, j'ai entendu des coups de feu, des hurlements en allemand. Et j'ai appris après la guerre que ça a été l'attaque de 3 jeunes à Boort-Merbeek. Ils ont arrêté le train par un procédé en mettant une lampe tempête avec un papier rouge sur les rails. Ils ont ouvert un wagon, pas le mien, et ils ont libéré 17 personnes. Le train repartit et je me suis endormi dans les bras de ma mère avec l'impression que des hommes de mon wagon, encouragés par le bruit de l'attaque, essayaient d'ouvrir la porte de l'intérieur. Et de fait, à un moment donné, ma mère me réveille, le train roule, la porte est ouverte, et elle me fait sauter du wagon. Vous sautez du wagon, votre mère reste dans le train? Oui. J'ai toujours pensé que ma mère se disait que dame de 43 ans, 44 ans, assez corpulente, s'est dit qu'elle ne pourrait pas sauter et courir comme un gamin et qu'elle aurait handicapé ma fuite et que donc elle est restée volontairement dans ce wagon jusqu'à sa mort dans la chambre à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Simon Gronowski, votre sœur, elle n'était pas dans ce train, elle a été dans un autre train, elle était de nationalité belge, Oui. C'est ça qui l'a fait changer de wagon? C'est parce que la loi belge à l'époque disait que les enfants d'étrangers comme nous, nés en Belgique comme nous, pouvaient opter pour la nationalité belge à 16 ans. Ce que ma sœur avait fait, elle est née en 24. Et à l'époque, les nazis ne déportaient pas les Belges. Ils craignaient les réactions de l'opinion publique belge. Et sachant que le peuple belge est un peuple humaniste, Oui. et gardait un mauvais souvenir de l'occupation allemande de 14-18. 14-18. Et aussi, la reine Elisabeth était intervenue en faveur des Juifs belges. Donc ma sœur ne sera pas déportée avec nous. Je partirai avec ma mère, mais ma sœur, malheureusement, partira
5 mois plus tard, avec le 22e convoi. Et encore à ce moment-là, après 6 mois d'internement à Malines, elle ne sait pas encore qu'elle part pour la mort. Vous vous échappez, vous revenez à Bruxelles, par les moyens du bord, j'allais dire, vous vous débrouillez, hein, vous vous êtes caché, Oui. enfin on va pas faire toutes les étapes. Et vous revenez à Etterbeek dans la mansarde de la maison de votre père? Non, j'allais pas, Pas tout de suite. j'allais pas revenir à la gueule du loup. J'étais caché dans des familles chrétiennes. Ailleurs, j'ai changé 2-3 fois de famille. Que vous trouvez comme ça? Dans le milieu scout. Dans le milieu scout et le milieu de certains voisins. Et j'ai été caché dans des familles qui m'ont accueilli, qui m'ont traité comme leur propre enfant, qui m'ont caché et sauvé. Ouais. Votre papa, pendant ce temps-là? Mon père était caché ailleurs, mais pas en bonne santé. Et à la Libération, on voit les Anglais, les Américains qui arrivent, c'est formidable. Et moi, je me dis, ma mère va revenir, ma soeur, je les attends. Je n'ai jamais pensé qu'elles étaient mortes depuis des mois. Mais quand mon père entend les informations, quand les Alliés entrent en Allemagne, découvrent les camps, les montagnes de cadavres, les fours crématoires, les chambres à gaz, il comprend qu'elles ne reviendront pas. Il meurt désespéré en juillet 1945. Hier, c'était l'anniversaire de sa mort. Pardon. Ouais. Votre papa est décédé, votre maman, votre sœur, vos amis, beaucoup de vos amis, et en même temps, maintenant, vous avez rencontré, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, Konrad Tinel, qu'on a reçu d'ailleurs ici, qui est lui un fils de nazi, il nous a raconté son histoire, son père admirait Hitler. Comment s'est passée cette rencontre et pourquoi cette rencontre, Simon Gronowski, après tant d'années? Eh bien, cette rencontre a eu lieu grâce à l'intervention d'un jeune de 16 ans, que je ne connaisse pas, mais qui me connaît, qui connaissait mon histoire, et qui a entendu l'histoire de Konrad, qui était donc lui le fils d'un nazi, qui disait que Hitler c'est Dieu le Père, qui disait à ses 2 fils aînés, moi à votre place, j'ai plus l'âge, mais moi à votre place, j'irai. Ils sont allés dans les Waffen-SS, ils ont porté les armes d'Hitler. Oui. Mais Konrad était un enfant de 6 ans quand la guerre a éclaté, quand Hitler est entré en Belgique. Il n'en peut rien. Enfin, ce garçon, Sacha Rangoni, a eu cette idée géniale de nous de nous faire rencontrer. Et quand j'ai vu la première fois Konrad, j'ai dit « Bonjour monsieur ». Il m'a dit « Quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré ». Et moi, je lui ai répondu « Le fils d'un nazi, l'enfant d'un nazi, n'est pas responsable, n'est pas coupable des choix qu'il n'a pas faits. Et une grande amitié est née entre nous. C'est dans ces circonstances-là que je l'ai rencontré. Je peux vous dire, j'ai une grande amitié pour Konrad, car c'est un homme sincère, un homme pur. Lui aussi, il lui a fallu 60 ans pour dévoiler le passé noir de sa famille collaborationniste. Mais il l'a fait. Et il fallait pour ça du courage. Dans un livre qui s'appelle Chaes Emmer. Et il le fait surtout en dessin, car c'est un grand artiste. C'est un artiste plasticien. Est-ce que cette rencontre vous a aidé, vous, à pardonner, entre guillemets? Et qu'est-ce que le pardon pour vous? D'abord, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que je ne raconte plus mon histoire, les misères que j'ai eues, comme d'autres rescapés le font. Oui, vous avez fait ça pendant des années. Hein, je raconte une autre histoire maintenant. Oui. Une autre histoire et ça me permet de sortir de ce statut de victime. Je suis une victime, c'est un fait, puisque je me suis retrouvé orphelin de guerre. Mais je ne cultive plus cette douleur grâce à cette rencontre avec Côte. C'est une première chose. Puis la deuxième chose, vous me parlez du pardon. Le pardon, la victime peut pardonner si le coupable demande pardon et regrette son crime. Je ne peux pas pardonner à celui qui est fier de son crime et qui voudrait recommencer.
Euh, le pardon est une valeur religieuse d'abord, valeur juive. La Torah est indiqué que euh, la victime doit pardonner si elle veut elle-même être pardonnée à Yom Kippour par Dieu, le jour du grand pardon. Euh, et le pardon apporte beaucoup à celui qui pardonne. Ça lui fait du bien, ça me libère. C'est pour ça que je me sens libéré d'abord parce que je ne suis plus dans le statut de victime et parce que j'ai pardonné, ça m'a fait du bien. Ça a sûrement fait du bien également au frère de Kuhn parce que lui m'a demandé pardon. Lui, il a été Waffen-SS. Lui, il était actif. Oui, Et il était supplétif de la Gestapo, oui. dans la compagnie de la garde. Et je l'ai peut-être vu même me garder à la caserne d'Ossin à Malines. Mais il m'a demandé pardon. Il a demandé à me voir. Connaissant mon histoire, ce qui veut dire qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il demande pardon. Et moi, je l'ai vu et je lui ai pardonné. Et ce pardon me fait beaucoup de bien. Ça me libère. Ça vous libère, Simon Gronowski. En même temps, vous avez subi quelques attaques, entre guillemets. Tout le monde ne vous a peut-être pas compris. On vous a reproché une médiatisation de cette rencontre. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça? D'abord, Est-ce qu'il fallait médiatiser ça? oui, ça a été médiatisé. D'abord, cette rencontre et cette amitié est un fait remarquable. C'est considérable, c'est extraordinaire, et il est normal que les médias s'y intéressent. Deuxièmement, je pense que beaucoup de gens qui m'ont critiqué, et on les trouve seulement dans un certain milieu juif, parce que beaucoup d'autres m'encouragent. Au CCLJ, on peut le citer. Hein. Au CCLJ notamment. Au CCLJ, oui, par exemple, oui, il y a toute une polémique incroyable. C'est incroyable selon vous? C'est inattendu, enfin, mais c'est utile. Ça m'enrichit, ça m'informe. Parce qu'avant ça, j'écrivais seul avec moi-même. Maintenant, j'ai compris beaucoup de choses, je peux expliquer les choses beaucoup mieux. Mais pourquoi devais-je cacher cela? Pourquoi devais-je dissimuler ça? On me reproche, on me dit, c'est très bien que vous êtes l'ami de Conrad, c'est bien que vous l'avez rencontré, même que vous avez pardonné. Mais il ne fallait pas le faire en public, il fallait le cacher, le dissimuler. Alors moi, je dis que je ne suis pas tenu au secret. Et deuxièmement, je pense que le message que j'apporte dans mon livre, le message peut être utile à la société, parce que ça peut être utile d'abord aux rescapés qui n'ont pas encore guéri leurs blessures d'il y a 70 ans. Mais vous pouvez parler au nom des rescapés. Chaque histoire est différente, chaque histoire est personnelle. Je ne parle pas au nom des rescapés, heureusement, mais je vais vous dire, Oui. Il y a des gens qui, 70 ans après, souffrent encore et ont encore de la rancune. Et le message que j'apporte à ces gens est favorable. C'est une façon de guérir. Mais ça peut aussi aider ceux qui, nés après la guerre, qui n'ont pas subi la Shoah, ne sont pas les moins haineux et les moins acharnés. Et moi, je suis pour créer des ponts entre les gens, entre les hommes, entre les sociétés, entre les pays, pour l'intérêt de nos enfants et de nos petits-enfants, et non pas maintenir des antagonismes éternels. Je vais encore vous dire une chose, c'est que j'ai pardonné strictement en mon nom personnel. Pas au nom de ma mère et de ma sœur mortes à Auschwitz, pas au nom des 6 millions de juifs assassinés et de tous les autres, uniquement en mon nom personnel. Et je n'ai pas pardonné à toute la Flandre, comme certains détracteurs disent, et à tous les nazis, pas du tout. J'ai pardonné à une personne précise, déterminée, le frère de Kuhn, le seul qui m'ait jamais demandé pardon, à lui. C'est mon affaire, c'est mon affaire personnelle, et personne n'a besoin de
de l'approuver ni de le critiquer, c'est mon affaire personnelle. Ça vous énerve ces critiques? Pas du tout. Ça m'énerve pas du tout. Et je respecte tous ceux qui m'ont critiqué. Et je dirais même que je les aime bien. Euh, mais je suis certain je suis certain de moi, je suis certain que peut-être pas maintenant, mais que pendant plus tard, peut-être dans 5 ans, dans 20 ans, qu'on reconnaîtra que j'avais raison. Dernière question, parce que Oui. le temps passe vite avec vous. Oui, Vous vous sentez vraiment libéré maintenant? oui. Je me sens heureux. Je me sens heureux, libéré. Libéré, mais je suis toujours une victime, oui. Mais je ne suis plus dans ce... Ouais. Vous savez, il y a des rescapés qui se tapent la poitrine et qui disent « Je suis une victime, je souffre, il faut me respecter ». Ça, je n'accepte pas ce langage. C'est pas parce que je suis une victime que je vais être plus respecté que quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Simon Gronowski. Merci de ma part aussi.